Bienvenue à cet entretien présenté par la Maison de la littérature dans le cadre des grandes rencontres de l'Institut canadien de Québec. Mon nom est Julie Collin et j'aurai le bonheur aujourd'hui de rencontrer M. Ken Follett. Bonjour, M. Follett. Bonjour. Vous avez vendu plus de 170 millions d'exemplaires de vos 36 livres dans 80 pays et dans 33 langues. Et évidemment, pendant la prochaine heure, on n'aura pas le temps de discuter de tous vos livres, mais on va tenter de faire un certain tour de votre carrière. Et évidemment, un peu plus tard dans l'entretien, nous aurons l'opportunité de parler de votre plus récent livre, qui est Le Crépuscule et l'Aube, que je vois d'ailleurs en arrière de vous et que j'ai aussi en main. Donc, on aura l'occasion de parler plus en détail de ce livre-là qui est paru en septembre 2020. Vous avez commencé à publier dans les années 70. En 74, plus exactement, vous étiez journaliste à la base. Qu'est-ce qui vous a amené à publier un premier livre? J'ai eu grand besoin d'argent à cause de ma voiture qui était en panne et on m'a demandé 200 livres pour le réparer et je ne l'avais pas. Mais un collègue, un journaliste sur le même journal vient de sortir un trailer. Et nous avons, tous les journalistes, l'a demandé comment tu as trouvé le temps pour écrire, comment tu as trouvé une maison d'édition pour le sortir. Et question le plus important, combien on a te payé pour. Et il a dit 200 livres. Donc, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma femme, ma première femme, bon, j'ai une bonne idée pour retrouver la voiture. Je vais écrire un trailer et elle a dit, mais bon, mais j'ai commencé, je l'ai écrit très vite, trop vite, mais on l'a aimé et on l'a sorti. Et ça, c'était le commencement. Le roman ne se vendait pas beaucoup, mais je me suis dit, bon, la prochaine fois, je vais faire quelque chose de mieux. Faut commencer à quelque part. Par la suite, les romans que vous avez publiés, vous utilisez un pseudonyme. Donc, vous n'utilisez pas votre propre nom pour publier vos livres. Pourquoi utiliser des pseudonymes et finalement, pourquoi vous avez récupéré votre vrai nom pour écrire? Euh, allez, j'ai écrit des livres beaucoup trop vite à l'époque. Et j'ai écrit 3 ou 4 par an. Or, les maisons d'édition ne veulent pas sortir plus d'un livre Mhm. par an du même écrivain. Et 4, c'est tout à fait impossible. Donc, j'ai pris des différents noms pour des différentes maisons et ça ne fait rien parce que les romans n'étaient pas suffisamment bons pour se vendre. Et enfin, euh, après 10 livres, pour le 11e, j'ai fait, euh, j'ai fait quelque chose de différent. Et pendant que, c'était L'arme à l'œil, l'11e, L'arme à l'œil, et pendant que je
je l'ai écrit, je me suis dit, c'est formidable ça, c'est différent, c'est énormément mieux que les précédents. Donc, j'ai employé mon vrai nom. D'ailleurs, c'était tellement différent et tellement mieux que ce livre-là a remporté le prix Edgar Allan Poe. C'est un prix Oui. que vous avez remporté avec ce livre-là, qui a été publié en anglais en 78 et en version française en 1980. Est-ce que remporter un prix comme ça vous a motivé à continuer à écrire ou ça vous a mis une pression sur les épaules? Non, euh, euh, je suis très content d'avoir reçu cette prix et ça m'a plu énormément. Mais franchement, euh, il faut ne pas oublier l'argent. Et euh, en plus bon, j'ai gagné ce prix, mais aussi j'ai gagné beaucoup d'argent. Et, et, mais aussi, c'était une rêve d'être écrivain et populaire avec des millions de lecteurs. Et franchement, si je n'ai pas gagné des millions, si c'était que les 1000, ça me that would have pleased me. Ça me plaît également. Mm-hmm. Parce que le plaisir le plus important pour moi, c'est le moment quand je commence à recevoir des lecteurs, des lettres, des emails, des tweets en disant j'aime énormément ce roman, euh, je, je l'ai lu jusqu'à 3 heures le matin parce que je ne voulais pas arrêter. C'est ça that's what I live for. C'est ça que j'aime énormément. Oui, c'est pour ça que vous vivez, c'est pour ça que vous écrivez Oui. des livres, que vous continuez à publier des livres. Il y a 2 de vos livres qui sont sortis dans les années 70. Dans le fond, il y a un livre qui est sorti en 76, l'autre en 77. Donc, sous pseudo, on l'imagine, qui ont été traduits en français en 2011 et en 2013. Donc, plusieurs années plus tard, plusieurs années après des succès que vous avez vécus, comment vous percevez ces 2 romans? Est-ce qu'il faut les mettre dans leur contexte, dans le fait que c'était dans vos premières écritures, dans vos premiers livres, dans une période où vous écriviez 4 livres par année, ou c'est ça, on peut les prendre maintenant comme des nouveautés aussi, parce que pour les francophones, ce sont des nouveautés. Um, chez moi, comme lecteur, si j'aime beaucoup un écrivain, je cherche ses premiers travaux. Mm-hmm. Et même qu'ils ne sont pas assez formidables que les suivants, quand même, je trouve dans les premiers les traits de sa littérature, peut-être l'humeur ou les émotions ou les surprises. Et ça me plaît, même que je sais que c'est pas assez bon que le dernier. Mm. Et j'espère que les lecteurs, que mes premiers travaux plaisent mes lecteurs comme ça. Mais il faut aussi dire que la plupart de mes premiers travaux ne sont pas ressortis Mm-hmm. parce que je ne le permets pas. Oh! Ils ne sont Intriguant! pas bons. Ils ne sont pas bons. Je suis un peu, quel est le mot français? Embarrassed, honté?
Gêné. Oui. Génie. OK. OK. Donc, je préfère que on ne les lit pas. On comprend. Vous avez écrit de nombreux romans policiers. C'était vos premiers livres, c'était des romans policiers, espionnage. Qu'est-ce qui vous a amené à publier des romans historiques? C'était les cathédrales. J'ai, j'aime énormément les grandes églises et quand on, quand on regarde une cathédrale, c'est formidable, c'est énormément belle, c'est vieil et on se demande pourquoi ça existe. Hmm. Les gens du Moyen Âge, pourquoi ils ont voulu quelque chose comme ça? Pourquoi ils ont travaillé tellement dur, dépensé énormément d'argent Hmm. pendant euh, peut-être 50 ans, peut-être 100 ans, pour créer ça. Et comment ils ont fait? Vous voyez des pierres Hmm. énormes Hmm. en haut. Et, et on se demande comment on a fait ça. Bon, Hmm. et lentement, j'ai commencé à me dire, c'est peut-être une histoire, ça. C'est peut-être un roman. Pas un policier, pas du tout. Ça doit être long parce que tout le monde sait que la construction d'une cathédrale est un procès énormément long. Un livre, un roman historique, un roman très long, mais euh, j'étais convaincu que ça peut être un grand succès, un roman populaire. Mes éditeurs euh, étaient un peu choqués. Ils avaient peur. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il fait, Follette, maintenant? Euh, il veut écrire un roman sur la construction d'une église dans le Moyen Âge, vraiment? Pourquoi il ne continue avec les espions, le CIA, le KGB, les nazis? Mais moi, et ils avaient peur que je suis, euh, nous disons en anglais, the clown who wants to play Hamlet, c'est-à-dire un comédien qui fait je ne sais pas comment Dans le fond, traduire. ce serait un peu un clown qui veut jouer les comédiens dans Un une clown? pièce de Shakespeare. Ah bon, Je sais ok, pas, j'avais jamais voilà, entendu cette expression avant. ok. Euh, mais enfin, c'était un roman populaire que Hmm. j'ai voulu écrire. Et au commencement, d'abord, euh, les lecteurs sont un peu confuses. Mais qu'est-ce que c'est? Et c'était, mais lentement, euh, les ventes ont grandi, en grandissent. Et enfin, c'était mon plus grand succès. Oui, plus grand succès à ce jour et c'est un livre que je vends régulièrement. Il y a énormément de lecteurs pour ce livre-là qui est publié quand même. Il est sorti en 2000, non, 1989. Je lisais autre chose en même temps. En 1989 en Oui. version anglaise. Donc, c'est ça, ça a fonctionné vraiment beaucoup et ça fonctionne encore beaucoup.
Les piliers de la Terre, on va le nommer, c'est les piliers de la Terre. Il a été suivi par Un monde sans fin et par Une colonne de feu. Entre chacune de ces 3 publications, il y a eu un grand délai de plusieurs années. Pourquoi il y a eu un délai aussi grand entre ces 3 publications? C'était après les piliers de la Terre, on a commencé de me demander, quand je parle aux lecteurs dans les librairies, les bibliothèques, toujours, chaque fois, je dis, je veux bien répondre aux questions de vous, mes lecteurs. Et chaque fois, il y avait quelqu'un qui dit, j'aime beaucoup, j'aime tous vos livres, mais quand allez-vous écrire encore un roman comme Les piliers de la Terre? Bon, j'aime beaucoup plaire mes lecteurs, mais je ne pouvais pas écrire encore un roman au sujet de la construction d'une cathédrale parce que ça serait le même roman avec les différents noms. Donc, c'est impossible. Bon, et il me fallait longtemps pour trouver un thème, Un thème. un thème aussi grand que la construction d'une cathédrale. Et enfin, j'ai pensé de la peste noire, qui était un virus terrible dans le 40e siècle. Et 14e. 14e siècle. Oh, excusez-moi, 14. Il n'y a pas de problème. Merci. Il n'y a pas de problème. 14e, pas 40. 40, on n'est pas rendu là encore. Post-apocalypse. Bon, c'était terrible. Il a tué le 3e part du peuple de l'Europe. C'était énorme. Et donc ça est devenu le 2e Kingsbridge roman. Et puis, aussi, pour moi, comme artiste, il faut changer. Je ne veux pas... écoutez, après L'Arme à l'œil, les maisons d'édition préféraient que j'écris un roman d'espionnage dans la Deuxième Guerre mondiale chaque année pour 30 ans. ça parce que les éditeurs veulent quelque chose de certain. Et ils ont un peu peur de quelque chose de nouveau, de nouvelle. Donc, mais moi, il faut que je change. Et donc, après un monde sans fin, j'ai écrit le siècle, la trilogie du XXe siècle. Et puis, bon, je suis rentré dans le Moyen-Âge, un peu après le Moyen-Âge, le 16e, pour Une colonne de feu. Et donc, ça explique les grands délais. C'est 2 raisons. Je veux changer et il me faut du temps pour trouver le bon thème. Et pour se documenter aussi. Parce que vos livres sont très documentés. On apprend beaucoup de choses en vous lisant. Donc, ça demande du temps, c'est aussi la documentation. D'ailleurs, on a parlé des 3 livres, mais il y a un 4e livre qui s'inscrit dans
cette trilogie, dans le fond, qui est devenue finalement 4 livres, Le crépuscule et l'aube, qui se déroule avant les piliers de la Terre. Est-ce- Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de retourner plus tôt que les piliers de la Terre? Parce que vous étiez dans des bonds de 150 ans vers l'avant, là, vous retournez avant. Pourquoi? Euh, C'était l'époque, environ l'an 1000. Mhm. C'est, c'est un tournant dans l'histoire de l'Europe. C'est le fin de ce qu'on appelle des fois euh, l'âge ténébreux, Mhm. the Dark Ages. Et c'est le fin de l'âge ténébreux et le commencement du Moyen Âge. Et j'aime beaucoup un tournant. Il y a beaucoup, on peut écrire beaucoup d'histoires, lots of plots, quand vous avez un tournant. En plus, euh, euh, il faut se souvenir que pour 500 ans, on a euh, perdu la culture européenne. La culture des Grecs et des Romains était disparue de l'Europe. C'était terrible. Euh, mais après 500 ans, euh, ça, nous avons le renaissance de la culture européenne dans le Moyen Âge. On parle beaucoup de la renaissance du euh, 4e, 15e Mhm. siècle, mais ça a commencé environ l'an 1000. C'était à ce moment-là qu'on a commencé à construire ces grandes églises que, qui nous plaisent tellement. On a fait beaucoup plus de livres, de peinture, de musique dans le Moyen Âge. Donc, je me demande, mais comment c'est arrivé? Qu'est-ce qu'on a fait? Et dans le crépuscule et l'aube, il y a un personnage qui s'appelle Aldred, Mhm. qui est un moine. Et il est, il représente le mouvement euh, monastique de l'époque parce que il, il aime beaucoup les livres, le savoir, et il veut créer une bibliothèque et ce qu'on appelle un scriptorium, c'est-à-dire où on copie parce qu'on ne peut pas emprunter. On a copié dans le scriptorium, on a copié le Bible et les autres livres. Et, il veut aussi une école pour, pour dépenser le savoir entre les jeunes. Et c'est cet esprit, c'est l'esprit de le commencement du Moyen Âge. Et ça, moi, ça m'inspire. À la page 26, donc dès le début du livre, vous m'avez surpris parce que j'ai lu le mot esclave. J'ai relu pour être bien certaine, j'étais pas certaine, j'avais bien lu. Et même un peu plus tard, vous parlez d'esclavage volontaire. Pouvez-vous nous parler de l'esclavage au tournant de l'an 1000, s'il vous plaît? Um, en- dans l'Angleterre du 11e siècle, 10% de la peuple était esclave. C'est étonnant ça. On ne parle beaucoup de l'esclavage euh,
en Angleterre. Les historiens anglais sont un peu... Ils ne veulent pas écrire beaucoup de ça. Mais à mon avis, quand j'ai compris combien d'esclaves il y avait, je me suis dit, mais il faut qu'au moins un ou deux personnages dans l'histoire sont des esclaves. Et en plus, c'est dramatique, ça. L'esclavage est dramatique. Et en plus, il faut connaître les choses mauvaises de notre héritage, à mon avis. Nous parlons beaucoup des guerres que nous avons battues, nous étions les victors. On parle beaucoup de les bonnes choses que nos ancêtres ont fait, mais il faut comprendre que chaque pays a fait quelque chose de terrible dans le passé. Et à mon avis, nous devons accepter ça. Nous devons regarder ça. Et à l'époque, vous avez des gens qui étaient cruels aux esclaves et les gens qui étaient gentils. Mais l'esclavage est, à mon avis, toujours cruel. Quand un homme ou bien une femme est propriétaire d'un être humain, c'est très mauvais, c'est très malsain. Donc j'ai écrit de l'esclavage, c'est un drame, c'est un fait de notre histoire. Ce qui j'ai trouvé difficile à comprendre un peu, c'était l'esclavage volontaire. Ouais. Mais il faut se souvenir que à cette époque, comment dire, on a faim parce qu'il n'y a pas de nourriture. Le blé dans les champs ne pousse pas. Et on est fermier, on est paysan. On meurt. C'est le faim. Vous ne pouvez pas aller au gouvernement en disant « Mes enfants ont faim, s'il vous plaît, me donnez quelque chose à manger ». Ça n'existe pas. Donc, enfin, on peut comprendre que la seule chose que quelqu'un peut vendre, c'est soi-même. Ouais. La seule chose. Et nous savons, quand nous avons des enfants qui crient parce qu'ils ont faim, on fait n'importe quoi pour les satisfaire, n'importe quoi. Donc, enfin, je peux comprendre quelqu'un qui devient esclave volontaire. Oui, c'est sûr que pour les fermiers, c'était vraiment pas évident. On le comprend très bien dans le livre. Les gens mangeaient pas à leur faim. Et en effet, de devenir esclave pour quelqu'un, si on avait la chance d'être choisi comme esclave, on se proposait ici, il y a quelqu'un qui acceptait dans le fond, de nous acheter. On s'assurait de manger et d'être logé, de pas mourir pendant l'hiver, finalement. Parce que ça pouvait arriver. Hein. Donc, une autre chose qui m'a qui m'a agréablement surprise dans votre livre, c'est les personnages forts. Je vais le dire en français. Les personnages féminins forts, dès le départ, ils sont présents. Le tout premier, c'est Suni.
qui est suivie par Ma, qui est la mère d'Edgar, et il y a Ragna aussi. Est-ce que les femmes s'affirmaient autant pendant cette période de l'histoire? Si, si, même que à l'époque, on a dit les femmes sont faibles, ils ne sont pas intelligentes, ils sont trop émotionnels, Mhm. elles ne peuvent pas avoir le pouvoir, diriger les affaires. Non, non, non. On a dit ça, mais au même temps, on voit qu'il y avait des femmes riches et quel est le mot? Potente, c'est le mot. Importante. Euh, Par exemple, des comtesses, Mhm. des abbesses dans les convents, dans les nunneries. euh, une abbesse peut avoir 50, 100 employés et beaucoup d'argent, beaucoup de terres. euh, et enfin, les reines. Mhm. Et il y a un vrai personnage à l'époque qui s'appelle Emma de Normandie, Mhm. une Française, une Normande. Euh, elle est, euh, elle est allée en Angleterre pour se marier avec le roi et elle est dans le crépuscule et l'aube. Elle paraît, pas Mhm. beaucoup, mais Mhm. une ou deux fois. Euh, Après la mort de son mari, le roi Ethelred, elle se mariait avec le prochain roi, qui était un viking qui s'appelle Canute. Et quand il est mort, le prochain roi était euh, son fils, Édouard. Donc voilà, une femme qui était, et elle est devenue la femme la plus riche en Angleterre, et elle est devenue reine euh, Danemark. Quel est Danemark? Le Danemark. Le Danemark et le Norvège. Voilà, une femme qui est au centre de pouvoir dans l'Europe de l'Ouest euh, pendant, euh, pendant 50 ans. Elle est morte à l'âge de 68, qui était une extraordinaire à l'époque. À l'époque, quand la plupart des femmes sont mortes à l'âge de 35, Wow. 35, on est en train de, de analyser euh, une cimetière en Angleterre et on peut décider l'âge des os Mhm. quand la personne est morte. Et pour femmes, le maximum est 35. C'est le C'est-à-dire maximum. maximum 35. Wow. Et euh, Emma de Normandie avait 68 ans quand elle est morte. Donc, elle était pour 50 ans, une demi-siècle, elle était au centre de pouvoir dans l'Europe de l'Ouest. Et ça vous montre comment ce qu'on dit n'est pas la même chose que ce qu'on fait. Et au même temps que tous les hommes disent non, non, les femmes faibles, pas intelligentes, etc., etc., vous avez des femmes de grand pouvoir et grande richesse dans cette époque. Oui. Juste pour revenir sur la mère d'Edgar,
En fait, c'est pas une femme qui a beaucoup de pouvoir, dans le sens qu'elle est pas riche et tout ça, mais c'est une mère de famille qui est extrêmement déterminée. Elle est vraiment... elle prend sa place, elle prend soin de sa famille, elle va poser des actions pour assurer le bien-être de sa famille. Donc, c'est vraiment une femme très forte, mais c'est une mère, tout simplement, là. C'est pas une reine ou peu importe, là. C'est vraiment... C'est passionnant de découvrir des personnages féminins aussi forts. Dans les autres personnages aussi qui sont importants dans le Crépuscule et l'Aube, il y a les Vikings, parce que leur passage en Angleterre ont eu de grandes conséquences sur les Anglais, puis des conséquences sur les Normands aussi, hein, évidemment. Aviez-vous le désir de remettre les pendules à l'heure sur les Vikings? De remettre le... Les pendules à l'heure, dans le sens que des fois, on imagine les Vikings comme de grands guerriers, mais d'une façon positive, Oui, alors je qu'ils... vous comprends, je vous Ouais. comprends. On croit que les Vikings sont sexy. Ouais, exactement. Et à mon avis, non. À mon avis, ils sont comme la mafia. Ils tuent, ils volent, ils brûlent. Je ne les aime pas. Et j'ai discuté avec les éditeurs et j'ai quelques amis, quelques copains avec qui je discute mes livres. On a parlé des Vikings. Euh, on m'a dit, mais peut-être il vous faut un Viking comme un personnage in the plot, dans le roman. Et j'ai dit non parce que qu'est-ce qu'on fait avec lui ou même elle? Il, il tue, il vole, il fait brûler. Euh, euh, j'ai préféré que les Vikings sont pendant tout le roman, ils sont à côté, ils menacent. Il arrive des fois, mais, mais, mais toujours ils menacent. Mhm. Et j'ai préféré ça parce que ça donne un air de difficulté, ça donne un peur Ouais. in the background. Ouais. Euh, et, euh, mais je n'ai pas voulu un viking, un personnage viking qu'on comprend, on aime, Ouais. on trouve aimable. Parce Mhm. que peut-être, peut-être chez eux, dans la Norvège, il y a des aimables personnages, des gentils, mais quand ils sont arrivés en Angleterre, ils étaient des monstres. Ouais. Avec leur bateau extrêmement rapide pour Oui. venir menacer justement les gens qui habitaient en Angleterre et en Oui. Normandie. Donc oui, c'est ça, sont pas très sexy comme vous dites Voilà. dans ce roman-là. Quelles ont été vos sources d'informations pour rédiger Le Crépuscule et l'Aube? Est-ce que vous avez visité des lieux, par exemple? Oui. Euh, ce que j'ai, par exemple, pour le euh, Ragnar et sa famille, avant de venir en Angleterre, elle habite un château à Cherbourg. Il y avait certainement un château à Cherbourg, mais ça n'existe plus. Hmm. Personne ne connaît rien de ce château. Mais à l'époque, on a construit un château à Ivry-la-Bataille. Il y a peut-être 50 kilomètres de Paris. Et j'ai visité et j'ai basé le château de Cherbourg sur ça de Ivry-la-Bataille. C'est un peu difficile de faire les recherches sur
les âges ténébreux parce qu'ils sont vraiment ténébreux. Euh, ils n'ont pas construit, surtout en Angleterre, pas de bâtiments de pierre, euh, pas euh, pas beaucoup, peu de livres, peu de peinture, mais heureusement, nous avons dans la ville française de Bayeux cette tapis. Mm. Euh, Comme probablement vous savez, c'est environ 50 mètres de longueur, cette tapis, et c'est comme une bande dessinée qui nous explique les Normands et comment ils ont conquéri l'Angleterre. Mais en plus, ça nous donne beaucoup de petits détails de la vie quotidienne. Et j'ai visité Bayeux 2 fois. Et en plus, dans un musée en Angleterre, il y a une copie qui était fait, ce m'étonne ça, dans le 19e siècle, euh, il y avait 35 femmes dans la ville de Birmingham, I think, en Angleterre, qui ont fait une copie. C'est très authentique. Et c'est dans le musée de Reading, donc j'ai visité ça. Mais en plus, ce qui était pour moi très important, on peut évidemment acheter des petites copies. Et cet petit bouquin était sur mon bureau pendant 3 ans quand j'écris Le crépuscule et l'aube. Et ça nous voyons des gens qui déjeunent, ils construisent des bateaux, oui, on les voit avec leurs chiens. C'est extraordinaire et ça aide énormément. Et l'autre, il y a un musée en Oslo, en Norvège, qui s'appelle The Viking Ship Museum. C'est formidable. Et ils ont là deux navires vikings entiers. Et les vrais, on les a désenterrés. Mhm. Et donc, on peut voir. Et quand vous entrez cet musée, vous voyez, il faut regarder en haut parce que le navire reste sur le plancher, mais normalement, quand vous regardez un bateau, c'est le moitié est sous l'eau. Mais là, et ils sont belles. Les navires sont belles. Beaux, excusez-moi. Il n'y a pas Les de navires problème. sont beaux. Euh, et formidable. Et c'est ça qui m'a donné la première scène du crépuscule et l'aube, parce que j'ai regardé ce bateau et j'ai imaginé qu'on est sur une plage et on voit les navires vikings qui approchent très vite et on sait que c'est l'enfer qui vient. Et ça, c'est la scène qui commence le roman. Tout à fait. Dans vos remerciements à la fin du livre,
Moi, j'aime ça lire les remerciements, donc je les ai lus. Je lis toujours les remerciements à la fin. Je trouve ça très instructif. Il est écrit, en conséquence, tout en remerciant mes conseillers historiques, je dois ajouter que je n'ai pas toujours suivi leurs conseils. Pouvez-vous me donner un exemple où vous n'avez pas suivi les conseils de vos conseillers historiques? Um, ouais, comme j'ai déjà dit un peu, um, les historiens anglais ne voulaient pas que j'écris de l'esclavage. Mhm. Ils ont dit, par exemple, c'était pas comme aux États-Unis, c'était pas si cruel, c'était pas si mal que ça. Euh, on m'a dit, euh, j'ai dit dans le roman que si on est propriétaire d'un esclave, on peut le tuer Mm. parce que c'est votre propriété. Ouais. Ils ont dit, il y a une loi défense de tuer un esclave. Je veux bien regarder exactement ce que ce loi dit. On m'a montré. Et il dit, c'est interdit de tuer un esclave en colère. Évidemment, si on ne se fâche pas, on peut tuer. Et en plus, si vous tuez un esclave en colère, on vous punit par, quel est le mot français, de ne pas manger. Oui, Faim. ben, on prive de nourriture. Mais c'est, in English we say a fast, so that means you mustn't eat. On défense de manger. Comme Lent. Excusez-moi. Y a pas de Anyway, problème. ça punit très, très doucement. C'est ça que je veux dire. C'est pas grave, ça. Donc, euh, j'ai écrit au sujet de l'esclavage comme quelques historiens anglais ne voulaient pas. Aussi, il y a des choses que personne ne sait pas. Par exemple, les sous-vêtements. Oui, en effet. Dans, dans mes romans, euh, vous rencontrez des sous-vêtements, des fois. Et j'ai demandé de beaucoup d'historiens qu'est-ce qu'on avait dans l'âge ténébreux comme sous-vêtements. Personne ne sait pas. Donc, il faut que moi j'invente. C'est ça. Si c'est vraiment impossible de découvrir la vérité, j'invente. Donc, j'ai inventé que on prend, que normalement non, parce qu'on a on porte une robe. Normalement non, mais quand quand on va au cheval, Mhm. peut-être il faut quelque chose et on prend un tissu et voilà, on improvise un sous-vêtement. Et peut-être j'ai raison, peut-être non, peut-être personne ne, euh, ne jamais Mhm. saura. Oui, c'est des informations qui n'ont pas nécessairement traversé le temps. C'est sûr que sur la tapisserie de Bayeux, il n'y a pas nécessairement de sous-vêtements. Donc, Voilà. on peut pas savoir comment ça se passait, mais c'est des situations très concrètes finalement où vous devez prendre une décision comme écrivain pour Ouais. faciliter la trame du roman. Combien de temps vous avez mis pour écrire Le Crépuscule et l'Aube? Ça vous a pris combien de temps rédiger cette brique? Normalement, c'est 3 ans, mais
un peu moins, 2 ans et demi pour le crépuscule et l'aube. C'est un peu plus court que les piliers de la Terre. Donc, quand même, c'est beaucoup de temps. J'imagine que c'est à temps plein aussi. C'est quelque chose que. Dans le fond, votre métier maintenant, c'est d'écrire. Vous êtes plus journaliste. Non, non, Donc, non, c'est ce que je fais. Je m'assieds ici, dans cette salle, sur cette chaise, et je tape toute la journée. Et ça, c'est ma vie pendant les derniers 40 ans. mhm. Et je l'aime beaucoup. J'ai dit en début d'entretien que vous avez publié 36 livres à date. Donc, c'est votre 36e livre. Comment on se sent quand on publie un nouveau livre? Comment on se sent? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on s'habitue au succès? Comment vous vous sentez juste avant que le livre soit publié? Um, dans ma tête, je peux dire, j'ai fait ça plusieurs fois. Ça sera un succès comme les autres. Mais dans mon cœur, je me demande pourquoi quelqu'un veut lire ça. Pourquoi? Et enfin, euh, comme je vous ai dit, j'attends les réponses des lecteurs, pas des critiques, même pas des éditeurs. C'est eux qui, qui, ont, qui sont entrés dans la bibliothèque ou allés, qui sont allés en ligne et ils ont dépensé. Parce que c'est différent. Et moi, je veux que le lecteur se dit, je suis heureux d'avoir dépensé cet argent pour, pour ce livre. Euh, les éditeurs ne payent pas, les critiques ne payent pas, et en plus, ils ne lisent pour le plaisir seulement. Mhm. Ils ont des autres responsabilités. Mais vos coutumiers, nos lecteurs, mes lecteurs, ils veulent que ça plaît. Ils achètent un roman en espérant que ça va le plaire. Et, et c'est ça que je cherche. Je veux plaire. Et quand ils me disent, ah, ça m'a plu énormément, je suis content. J'ai de très bons commentaires en librairie sur vos livres, dont sur le dernier. Donc, mission accomplie. Merci. Quels sont vos projets? Est-ce que vous souhaitez explorer une nouvelle période de l'histoire? Est-ce que vous, peut-être, tantôt vous avez parlé du 40e siècle. Quand vous êtes trompé, vous avez parlé du 40e siècle. Est-ce que c'est une période que vous aimeriez explorer? Pourquoi pas? J'ai fini le crépuscule et l'aube il y a un an et je ne prends pas beaucoup de vacances. Euh, je, je me dis toujours, je dois prendre 2 semaines de vacances avant de commencer. Mais après environ 10 jours, je commence à penser, pour le prochain, je fais des notes. Euh, parce que c'est ma vie. Et donc, depuis un an, j'ai travaillé sur un nouveau roman, mais j'espère que vous me pardonnez de ne pas en parler. Euh, Je vous pardonne, mais je suis curieuse. Donc, vous avez un nouveau projet, mais pour l'instant, c'est secret, on n'en parle pas.
D'accord, je respecte cela. C'est gentil. Sur une note un peu moins joyeuse, je vous ramène en avril 2019, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Vous êtes un grand amoureux des cathédrales, on l'a compris. Parlez-moi de votre réaction à ce moment-là pendant l'incendie et parlez-moi aussi de votre livre, Notre-Dame, que vous avez écrit. Un livre dont tous les droits d'auteur sont remis pour financer la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Euh, J'étais avec ma femme Barbara dans la cuisine. On vient de dîner, nous deux, et une copine de ma femme a téléphoné. Elle disait, je suis à Paris, fais marcher la télé. Et vous savez ce que nous avons vu sur la télé et c'était extraordinaire parce que quelque chose d'impossible est arrivé. On a pensé de la cathédrale de Notre-Dame de Paris comme quelque chose d'éternel. Et voilà, elle brûle. C'était très émouvant, très touchant. J'ai noté que les journalistes sur la télé et la radio n'ont pas compris comment un bâtiment de pierre peut brûler. Et moi, j'ai compris parce que dans les piliers de la terre, la vieille cathédrale de Kingsbridge brûle. Et j'ai expliqué sur Twitter que c'était le toit qui brûle parce que le toit est fait de bois très vieux, très sec. Et que on peut voir, j'ai souvent ascendé dans les toits des cathédrales et on voit des papiers, des petits morceaux de bois, des nids des oiseaux et des abeilles dans le toit. Et ça brûle très facilement et après, ça peut faire boire ces énormes bois qui tiennent le toit. Donc, j'ai dit ça et puis the newsrooms, les salles de nouvelles, de télé m'ont téléphoné et j'explique plusieurs fois. Et le jour après, le jour suivant, la même chose. Et puis, le mercredi, je suis allé à Paris pour assister dans une émission de télé sur Notre-Dame de Paris. Et le lendemain, mon éditeur française, nous avons pris le petit déjeuner ensemble et elle m'a dit, je veux bien que tu écris un petit bouquin écrit très vite, un bouquin court, mais expliquer pourquoi le monde était tellement touché par ce feu dans Notre-Dame de Paris. Et elle a dit, si vous le faites, nous allons donner nos profits, Ouais, profit. pour le rebâtissement. Et
Et j'ai dit, je veux bien. Et moi aussi, je vais donner euh, my royalties, mes royaumes, non, Et droits d'auteur. droits d'auteur au fond. Et je l'ai écrit en 10 jours. Wow! Comme je vous ai dit, c'est normalement il me faut 3 ans. Donc, pour écrire un livre, même un petit livre, dans 10 jours, c'est extraordinaire pour moi. Mais c'était très satisfiant. Et je me suis demandé, écoutez, il y a beaucoup de gens qui connaissent plus de moi des cathédrales, des architectes, des historiens, etc. Mais ce que j'ai essayé de comprendre et d'expliquer, c'est l'émotion de, de voir ces grandes églises, de les entrer, le, l'air spirituel qui descend. Et Mhm. moi, je ne suis pas religieux, je suis Mhm. athéiste, mais quand même, vous êtes athéiste, vous êtes chrétien, vous êtes bouddhiste, vous êtes musulman, vous sentez ça Ouais. dans la cathédrale. Et j'ai essayé d'expliquer pourquoi les gens dans tout le monde ont pleuré. Ont Oui. pleuré quand ils ont vu la cathédrale qui brûle. Mm. Tout à fait. Vous écrivez généralement des livres très denses, mis à part Notre-Dame, qui est un petit livre, puis d'autres livres aussi, des livres pour la jeunesse, des fois qui sont plus courts. Mais de façon générale, vous écrivez des livres qui sont très denses. Est-ce que vous élaborez un plan avant de débuter l'écriture? Est-ce que ce Si plan évolue avec le temps? Quel est votre rapport avec les plans? je fais un plan et en général, il me faut un an, au moins 6 mois, mais en général 1 an pour faire le plan. C'est très important pour moi depuis L'Arme à l'œil, qui a été le premier roman pour lequel j'ai fait un plan et aussi mon premier succès. Mm. Je l'ai fait de plus en plus depuis ça. Et sept, après 7 ans de travail, le plan ne change beaucoup. Euh, Parce que j'ai pensé énormément, j'ai pensé long, j'ai pensé de chaque chapitre, chaque scène, les personnages. Et j'ai déjà fait les décisions, les choix les plus importants. Vous étiez journaliste avant de devenir écrivain, on en a parlé tantôt. Est-ce que des fois, vous devez faire taire le journaliste en vous pour laisser l'écrivain écrire? Est-ce que ça vous arrive des fois que vos réflexes de journaliste reviennent et vous dites non, j'écris un roman, je ne suis pas journaliste? Au commencement, c'était une petite problème, oui. Et le problème, c'était que comme journaliste, vous écrivez très court et vous donnez au lecteur les faits, 1, 2, 3, 4, 5. Mm. Et le lecteur du roman ne veut pas ça. Comme écrivain des romans, vous devez tirer le lecteur dans votre monde imaginaire. Euh, et il faut que le lecteur voit, sent, entend. Il faut que, et surtout, il faut que le lecteur préfère
ce monde imaginaire que le monde réel. Mhm. Et donc, vous ne donnez pas l'effet 1, 2, 3, 4, 5. Mais mes premiers travaux étaient trop courts à cause de ça. Et il me fallait longtemps pour apprendre comment écrire quelque chose plus lent. Mais enfin, avec l'arme à l'œil, ça m'est arrivé, heureusement. Heureusement pour nous aussi. Heureusement pour vous, mais heureusement pour nous comme lecteurs. Quelle relation entretenez-vous avec vos traducteurs? Parce que, je l'ai dit tantôt, vos livres sont traduits dans de nombreuses langues. Est-ce que vous discutez des fois avec vos traducteurs? Jamais, Jamais. jamais. Parce que, euh, bon, je parle comme vous voyez, je parle un peu français, mais pas d'autres langues. OK. Donc, je ne peux pas juger. Et je ne parle pas français suffisamment bien pour juger euh, comment c'est écrit. Mhm. Euh, et donc, il faut que, il faut qu'on donne le livre au traducteur et en disant bonne chance. Euh, des fois, un lecteur bilingue m'écrit en disant j'ai lu votre livre en 2 langues et j'ai noté des différences très importantes. Et euh, euh, quand ça arrive, je discute avec la maison d'édition, mes éditeurs, et je dis, tu as choisi un traducteur qui a fait quelque chose que je n'aime pas. Euh, et, mais c'est rare, c'est très Mhm. rare. OK. Mais en général, je ne peux pas. I can't interfere. Je ne peux pas dire non, non, c'est Non. pas le bon mot. C'est impossible. Oui, ça, je le comprends, mais est-ce que des fois, vos traducteurs doivent vous poser des questions, justement pour bien traduire certains passages? Je dois vous dire franchement que si j'ai peur que si ça commence, je n'aurai pas le temps pour écrire un nouveau roman. Hmm, ouais. Les traducteurs doivent euh, rés- euh, résolver ces problèmes eux-mêmes. Mhm. Euh, je suis traduit dans 25, 30 33 langues. langues. Je ne 33. peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas parler avec chaque Ouais. traducteur. Ce mot anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, c'est un travail que je ne veux pas. Et je dis, vous devez décider, vous devez choisir le bon mot en français, allemand, italien, Mhm. espagnol. Je ne peux pas vous aider, désolé. Juste pour information, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, le dernier, dans le fond, le dernier roman, Le Crépuscule et l'Aube, il y a 5 traducteurs qui ont traduit, dans le fond, en français, qui ont traduit ensemble ce livre-là, justement pour s'aider et se consulter et faire la meilleure traduction possible. Donc, j'imagine que c'est la même chose dans d'autres langues aussi, où est-ce que, dans le fond, ça devient une équipe de traduction plutôt qu'un seul traducteur, comme on voit de façon générale. Julie, excusez-moi, j'ai encore un interview dans quelques minutes. Ah oui, il n'y a pas de problème. Nous avons parlé longtemps. C'était très... j'ai aimé beaucoup. Un plaisir pour moi. Mais peut-être on fait encore une question.
Parfait. Donc, est-ce que vous avez des premiers lecteurs? Est-ce que vous... Est-ce qu'il y a des gens qui lisent vos textes avant vos éditeurs? Euh, non, au même temps. J'ai des amis, ma femme, mes enfants, j'ai une fille qui est directeur de film, une qui est médecin, qui me donne d'avis sur toutes les choses de médecin. J'ai quelques copains qui aiment énormément la littérature et ils lisent mon premier jet et ils m'écrivent des longues lettres en disant qu'est-ce que c'est, je n'aimais pas ça. Et en général, et enfin, évidemment, les lecteurs, et aussi les experts, les historiens, etc., qui me corrigent. Cette procès, c'est très important pour moi. Et je reçois tous ces gloses. Et je pense, et en général, je change quelque chose. Pas toujours. Des fois, je me dis non, il n'a pas raison. Mais c'est rare, ça. Parce que si on s'est arrêté pour faire note, ça veut dire que pour lui, l'histoire s'était arrêtée. Et je veux que le lecteur ne jamais trouve ça. Le lecteur ne jamais se dit, ah, peut-être Follett s'est trompé là. Je déteste ça parce que it's like a magic spell, un enchantement. Enchantement. Un enchantement. Quand vous lisez, vous répondez à l'histoire comme c'est réel. Vous avez des fois des larmes à l'œil. Ou vous lisez au bord de la chaise comme ça. Ou des fois, vous allez vérifier que vous avez bien fermé à clé la porte. Et c'est extraordinaire ça, parce que le lecteur sait bien que c'est pas réel. Le lecteur sait que Follett a inventé ça dans sa bibliothèque, ici, dans cette salle. Mais si le lecteur voit quelque chose qui lui semble une erreur, c'est fini. Il stoppe. Et ça, je veux bien éviter ça. Oui, je comprends. Merci beaucoup, Ken Follett, d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci vraiment beaucoup, beaucoup. J'espère que nous aurons l'occasion de nous reparler éventuellement, peut-être en personne, qui sait, peut-être ailleurs que sur un ordinateur. On va surveiller votre prochain livre, dont on n'a pas eu de détails. Donc, on va surveiller votre prochain livre. Et d'ici ce temps-là, on a quand même 36 livres à se mettre sous la dent littéraire, dont 31 qui sont traduits en français. Je rappelle que le plus récent, c'est Le Crépuscule et l'Aube, qui est paru chez Robert Laffont. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère, comme vous, à la prochaine fois, peut-être en personne. Oui, merci. Au revoir. Au revoir.